Bienvenue à tous à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de la science et des technologies. Je suis Raïssa Malou, la directrice de l'ASBL Investing in People, qui organise cet événement tous les ans avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La Semaine de la science et des technologies a 3 objectifs. Promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes et du grand public, promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais et africains dans ces domaines et susciter des vocations. Cette année, c'était la 8e édition qui a été placée sur le thème de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, levier pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Depuis 2016, donc depuis la 3e édition, la Semaine de la science et des technologies a à cœur d'inviter chaque année des scientifiques africains à venir partager leur passion des sciences, leurs travaux et leurs recherches avec nos élèves, nos étudiants. En RDC, en effet, nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique passe par une coopération scientifique et technologique plus forte entre les États membres de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons réuni cette nouvelle génération de physiciennes et physiciens qui, à leur niveau, contribuent à bâtir l'Afrique que nous voulons. C'est donc dans ce cadre que nous organisons ce webinaire sous le thème, donc sous le titre « Rencontre entre physique quantique et intelligence artificielle » avec une jeune physicienne camerounaise que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais pour accompagner cette physicienne, on a invité 2 autres physiciens que je vais ici vous présenter. Nous avons le docteur Stéphane Kenmoe. Alors, Stéphane est né au Cameroun. Il est chercheur à l'université d'Ussberg-Essen en Allemagne, où il travaille sur les interactions entre l'eau et les nanoparticules pour la production d'énergie. Il est titulaire d'un master en physique de la matière condensée obtenu à l'université Zhang, j'espère que je prononce ça bien, en 2009, du diplôme du Centre international de physique théorique ICTP dans la même spécialité, et d'un doctorat en physico-chimie théorique obtenu en 2015 à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le fer en Allemagne, donc l'Institut Max Planck en Allemagne. Il est également vulgarisateur scientifique, romancier et producteur de films scientifiques. Il est aussi très actif dans la création de réseaux et l'organisation d'événements pour le renforcement des capacités et pour connecter la science et la cité. Stéphane, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci Stéphane. Alors, nous avons également le docteur Maryse Nkwa, qui a obtenu sa maîtrise de physique en 2009 à la Faculté des sciences et des techniques de l'Université Marienne Ngouabi au Congo-Brazzaville. En 2010, elle a été sélectionnée pour un programme de diplôme de matière condensée au Centre international de physique théorique à Trieste en Italie. Elle a soutenu sa thèse en 2015 au département de physique option nanotechnologie et nanosciences à l'Université degli Studi di Trieste, donc à Trieste en Italie. Après un an de travail postdoctoral en Italie, elle a décidé de retourner au Congo-Brazzaville, notre cher voisin, pour partager ses connaissances. Actuellement, elle est enseignante-chercheur au parcours physique à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marienne Ngouabi, chercheur junior associé à l'ICTP et responsable de l'unité de recherche en nanomatériaux et nanotechnologie de Brazzaville. Elle a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux et est responsable de 2 financements pour des projets de recherche. Maryse, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, nous avons notre star du jour, qui est le docteur Estelle Inac, qui est la première récipiendaire de la bourse postdoctorale Francis Alotey, qui honore le regretté mathématicien ghanéen elle fait donc ce postdoctoral à l'Institut Périmètre à Waterloo au Canada. Elle travaille à l'intersection de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Ses recherches portent sur le développement d'algorithmes d'inspiration quantique pour s'attaquer aux problèmes d'optimisation du monde réel à l'aide de techniques d'apprentissage automatique de pointe. Alors, Estelle a obtenu un master en physique de l'Université Boya et un doctorat en physique statistique à l'ICTP et à la CISA en 2018. Estelle, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Raïssa et merci de l'invitation. Alors, avant d'en arriver à Estelle, je voudrais d'abord donner la parole à nos 2 physiciens qui sont avec nous, notamment en commençant par Stéphane. Stéphane, pourriez-vous en quelques minutes nous parler de votre travail de vulgarisateur scientifique et surtout expliquer à nos participants qui sont là comment vous êtes finalement le lien
entre moi, Estelle et Maryse. Ah, voilà. Donc, très rapidement, lorsque vous avez brossé mon odyssée scientifique, donc, je suis quitté d'un village au Cameroun qu'on appelle Tchang. Après, je suis allé en Italie. J'étais dans la même prison scientifique avec Maryse. Donc, à l'ICTP, c'est un programme d'un an où vous êtes vraiment, voilà, on vous coince vraiment pour que vous appreniez. Donc, c'est un programme qui nous permet de nous update pour avoir le niveau des institutions d'élite en Europe, quoi. Donc, c'est comme ça qu'après, je suis allé à Max Planck. Maryse est restée à Trieste aussi avec de brillants physiciens au centre de recherche, elle va le dire bientôt. Et après, je suis allé en Allemagne. Et j'ai un peu voyagé dans le monde et j'ai vu que, en fait, l'Afrique n'est jamais consultée lorsqu'il arrive à prendre des décisions ou bien lorsqu'on veut orienter la politique scientifique dans une filière, que ce soit la physique, la chimie ou la mathématique. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le cas, quoi. Et je me suis rendu compte que bien qu'il y ait des individualités africaines qui sont très brillantes à travers le monde, voilà, on a Estelle aujourd'hui et beaucoup d'autres, et je me suis dit, pourquoi est-ce que ça ne suit pas? L'Afrique est démographiquement plus consistant que tout autre continent. On a la masse, c'est-à-dire on a le personnel, on a la richesse humaine, on a aussi le potentiel intellectuel, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai compris donc qu'il y a une sorte de cohésion qui manque entre les potentialités et le développement. Et cette cohésion-là, c'est la culture scientifique. La culture scientifique, c'est un peu comme l'âme de l'homme qui le permet de vivre. Donc, pour que l'Afrique bénéficie en fait de son potentiel scientifique, il faut donc que tous les chercheurs scientifiques, les décideurs et même le grand public soient connectés par une âme commune qui est la culture des sciences. Et donc, on dit que voilà, il faut que je m'investisse dans la culture des sciences. Parce qu'il y a une connotation directe entre la science qui se fait, la technologie et le progrès économique. Tout commence par la science fondamentale qui se passe. Je dis donc, je vais promouvoir la science fondamentale, intéresser le grand public et intéresser les décideurs, dans l'espoir qu'à la longue, voilà, on puisse arriver à un plan qui a été établi il y a 40 ans au Nigeria, tout le monde le connaît. J'étais à la semaine de la science à Kinshasa il y a quelques mois. Un des panélistes, un brillant économiste dont j'ai oublié le nom, je crois le premier ministère en RDC, il rappelait donc qu'il y a eu ce plan de Lagos où il était prévu de donner 1% du produit domestique brut à tous les pays d'Afrique pour qu'ils puissent bénéficier en fait de la science et de la technologie qui est menée sur le continent. Après, il y a eu des crises, réajustements structurels et tout, et tout, et tout. Ça n'a jamais suivi. Moi, je me suis dit, en fait, le problème n'est pas la crise, le problème, c'est que les gens soient réellement intéressés. Et pour ça, il faut vraiment bâtir ces cultures de sciences. Et ça passe par l'engagement des scientifiques, sortir des sentiers battus, sortir des laboratoires et intéresser celui qui, en fait, met l'argent dans la science, qui sont les décideurs. C'est comme ça que je me suis mis à écrire. Bon, puisque on ne lit pas beaucoup de nos jours, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Après, j'ai attaqué le visuel parce que le visuel est important. On a fait quelques vidéos avec Estelle et tout. C'est même à travers une vidéo que vous avez rencontré Estelle, si je me souviens bien. Ensuite, j'ai aussi fait des films, parce que le film, c'est ce qui reste, vous voyez, dans la tête des humains. Ce n'est pas ce qui est écrit, malheureusement. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de vulgariser et je vois qu'il y a il y a des retombées. Aujourd'hui, on est réunis. Nous quatre, moi, je n'avais jamais pensé à ça. Grâce à la vulgarisation aussi, Maryse a son joli labo que j'aimerais visiter. Donc, tout ça sont des fruits et c'est ça qui m'encourage. Et aussi, vous, Madame Malou, je profite pour dire devant l'Assemblée que je suis vraiment flatté du travail que vous faites. Et vraiment, je suis honoré du fait que vous me prenez en considération dans vos initiatives. Bon. Oh, mais voilà. Stéphane, vous êtes un physicien extraordinaire et faites un travail magnifique. C'est pour nous plutôt quel honneur de vous recevoir dans ce webinaire et de vous avoir accueilli à Kinshasa. D'ailleurs, nous avons une activité encore ensemble et ça, on en parlera à la fin du webinaire. Vous aurez l'occasion de l'annoncer. Merci beaucoup vraiment, Stéphane, pour tout ce que vous faites et merci d'être là. Alors, notre deuxième intervenant ici qui va nous aider, c'est Maryse, Dr Maryse Nkwa, que j'ai pu rencontrer grâce à Stéphane. Stéphane n'en a pas parlé, peut-être que Maryse va en parler, de nous dire finalement comment est-ce qu'on s'est retrouvés, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en RDC, en 2020, nous avons lancé un système de bourse pour les femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques en République démocratique du Congo. Ce système de bourse a été lancé avec le réseau d'affaires Sultani Makutano de Madame Nicole Soulou. Et donc, on a eu 15 bourses qui ont été accordées pour les femmes dans les STEM. Et Maryse va raconter rapidement la petite histoire, mais quand j'ai eu vent de la demande de Maryse à Brazzaville, tout de suite, nous avons
accepté de la financer parce que, comme je vous disais, il est important de renforcer les liens entre les États membres de l'Union africaine, entre les pays africains, entre les Congos, les deux Congos. Il faut renforcer les liens techniques et scientifiques parce qu'il n'y a que de cette manière-là que l'on n'arrivera à développer le continent. Mais Maryse, racontez-nous ça. Merci beaucoup, Raïssa. Alors, je veux quand même parler du lien qui me lie entre les trois, bien sûr. C'est entre Estelle, Stéphane et moi. C'est le diplôme que nous avons tous fait à l'ISTP, comme Stéphane l'a dit, le Centre international de physique théorique. C'est vraiment un propulseur de personnalités scientifiques et ça aide effectivement beaucoup de personnes à pouvoir effectuer leur carrière scientifique, surtout venant des pays sous-développés. Et ce qui me lie avec la professeure Raïssa Malou, c'est que, bon, comme vous savez, le professeur a dit que je suis physicienne et donc je suis responsable d'une unité de recherche ici au Congo en nanomatériaux et nanotechnologie. Nous l'avons mise en place en 2016, mais après, nous nous sommes retrouvés avec un très, très grand problème d'espace de travail. Parce que vous savez, ici, tous nous savons qu'en Afrique, on a un problème, point de vue physique expérimental. Donc, c'était très, très problématique pour nous pour travailler, donc des conditions pas possibles. Et c'est de là que j'ai contacté mon ami Stéphane afin qu'il puisse écrire un article sur une levée de fonds pour qu'on puisse, quiconque pouvoir participer. Et c'est de là que Raïssa a répondu à travers son ONG Investing in People. Ils ont participé à financer la réhabilitation de notre laboratoire à hauteur de $10,000. Et aujourd'hui, oui, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, nous sommes, je vais dire à 88% parce que à cause de la COVID, nous avons un problème de paillasse, comment on appelle ça déjà? Tout se fait très, très de manière lente pour pouvoir recevoir certains colis. Mais sinon, on va dire que d'ici fin juillet, je pense que je vais inviter le professeur Raïssa Malou à venir voir sa participation à ce projet-là. Et ce laboratoire, il n'est pas juste pour le Congo, parce que vous voyez, avec ce qu'on va faire comme travaux de recherche, comme j'ai dit, je suis plus dans la physique expérimentale. Donc, je pense que Stéphane a parlé des nanoparticules. Je pense que c'est du point de vue théorique également. Nous, on essaie de les biosynthétiser et puis de les utiliser dans plusieurs secteurs d'application, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie même, comme Stéphane vient à peine de l'énumérer. Et ça, c'est un point qui n'est pas souvent fait au niveau de notre sous-région. Donc, ça sera un laboratoire ouvert pas seulement aux Congolais, mais à tous ceux qui souhaiteront vouloir travailler avec nous. Et il y a une autre branche que nous nous intéressons à présent, mis à part les nanoparticules, donc les nanomatériaux. Nous travaillons également dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est nouvellement fait. Nous travaillons également dans ce qui concerne l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, que nous voulons vraiment utiliser comme contrôle qualité de nos produits que nous recevons ici dans nos frontières. Et c'est vraiment, à la finalisation, nous sommes vraiment contents parce que nous allons utiliser les connaissances que certains de nos partenaires occidentaux utilisent. Donc, nous pourrons utiliser ces techniques comme l'utilisation des microscopes à force atomique. Ce sont des techniques très avancées que normalement, nous, ici en Afrique, on n'utilise pas. On aura l'opportunité de le faire au Congo, Brazzaville, et ça, c'est vraiment une avancée pour tous. Voilà un peu ce que je peux dire. Super, merci beaucoup Maryse. Je vois qu'on a des questions, en tout cas déjà les participants qui réagissent. Vraiment, merci à vous tous, chers participants, d'être là, de nous avoir rejoints dans ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A. Et alors, Maryse et Stéphane vont y répondre déjà pendant le webinaire et on va sélectionner quelques questions auxquelles Estelle pourra répondre en live à la fin de sa présentation et on va également compiler l'ensemble de ces questions pour lui envoyer par mail et elle pourra, si vous mettez vos contacts, et donc Estelle pourrait vous répondre plus tard. Et donc, sans plus tarder, on va passer à Estelle. Mais avant de passer à Estelle, je voudrais en fait vous raconter une petite anecdote.
Estelle, en fait, est bénéficiaire de la première bourse postdoctorale de Francis Allotet. Alors, laissez-moi vous raconter. En fait, en 2012, j'étais invitée à l'UNESCO à une manifestation parce que je leur avais présenté mon livre sur les physiciens, enfin, coécrit avec ma sœur Mano Malou sur les physiciens et physiciennes. Et donc, j'étais invitée à une manifestation. Et à la pause, je vois un homme qui s'approche de moi et puis qui me dit, je ne sais plus comment est-ce qu'il a su que j'étais au Congo, mais il me demande, est-ce que vous connaissez Monsieur Félix Maloua Kalenga? Je dis, oui, c'est mon père. Et alors, et c'était Francis Allotet qui se présentait à moi en me disant qu'ils étaient, lui et mon père, parce que donc il a aussi été dans le board des gouverneurs de l'AIEA. Et donc, mon père était commissaire général à l'énergie atomique. Et donc, Francis Allotet me racontait qu'ils étaient, comme ils étaient souvent les deux seuls noirs de ces manifestations ou de ces conférences. Et donc, ils étaient tout le temps ensemble. Et j'étais là en train de regarder cet homme qui me parlait, mais avec une telle gentillesse que je ne connaissais mais pas du tout, qui est venu à moi spontanément me demander si je connaissais mon père, me dire qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'aurais voulu être là à côté, de entendre Francis Allotet et Félix Maloua Kalenga se parler. Je me demandais mais de quoi ils pouvaient bien parler. Et c'était cette génération qui croyait profondément en l'Afrique, qui croyaient au développement de l'Afrique. Ils ont été tous les deux, la même année, en 1985, admis, donc pris dans l'Académie des sciences africaines. Papa était fondateur de l'Académie des sciences des pays de tiers-monde qui est à Trieste. Ils étaient également dans le conseil scientifique de l'ICTP, figurez-vous, tous les deux, Francis Allotet et mon père. Et donc, ça me fait vraiment bizarre d'avoir rencontré... Donc, mon père est décédé en 2011, je rencontre Francis Allotet en 2012. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'organiser ce webinaire avec Estelle, qui est la première bénéficiaire de sa bourse. La vie est quand même magnifique, il y a des histoires extraordinaires. Donc, c'est vraiment pour nous, pour moi en particulier, un honneur vraiment de t'accueillir, Estelle. Et je vais donc te laisser la parole pour pouvoir nous présenter, nous parler de ces sujets d'avenir que sont la physique quantique et l'intelligence artificielle, que certains peuvent penser que comme ils sont évidemment peut-être très éloignés des réalités africaines, peut-être que d'un point de vue technique et dans nos centres de recherche, nous ne sommes peut-être pas encore prêts à avancer, mais je pense que notre diaspora, là où elle est, comme Estelle, là où elle est dans le centre de recherche, peuvent aider justement le fait de faire avancer la recherche. Après, c'est notre rôle de voir comment est-ce que l'on peut faire bénéficier, faire participer l'Afrique à ce type de recherche. Donc, Estelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Aïssa. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Merci pour l'invitation et le privilège de parler de ma recherche, parler un petit peu de moi, de mon parcours et j'espère pour cela inspirer la jeunesse. Je remercie également mes co-panélistes, Marie et Stéphane, notamment Stéphane qui m'encourage beaucoup à essayer d'être plus visible sur la scène africaine pour également encourager les jeunes qui sont en Afrique dans les domaines de STEM. OK. Je vais partager mon écran. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la rencontre entre informatique quantique et intelligence artificielle. Avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. En général, je donne des talks uniquement en anglais. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de donner un talk en français. Donc, je vais m'excuser si je cherche les mots des fois. Donc, bien que je sois francophone, je ne parle plus trop français. Alright. Comme Aïssa l'a dit tantôt, je voudrais honorer également le professeur Francis Allotet de mémoire, dont je suis titulaire de la première bourse ici à APMETA. Il a vraiment beaucoup œuvré pour l'avancement de la physique en Afrique. Et quelque part, nous sommes l'un de ses fruits, de près ou de loin de ce qu'il a fait. Et on espère continuer vraiment l'œuvre qu'il a commencé. Ouais. Je vais passer au plan de l'exposé de mon talk. Je vais parler en premier d'abord un petit peu de mon parcours de physicienne. Ensuite, je vais présenter des idées principales de l'informatique quantique, en fait. Les idées pour lesquelles les grosses compagnies et les gouvernements sont en train d'investir massivement dans cette technologie.
Et puis, je vais essayer de répondre à la question de savoir si l'on peut simuler un ordinateur quantique avec des réseaux de neurones artificiels et je vais conclure en offrant quelques perspectives. Ouais. OK. Moi, je viens d'un pays qui est voisin du Congo, le Cameroun. Bon, nous ne sommes pas directement voisins, mais c'est pas très, très loin. Du Congo-Kinshasa. Et je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études secondaires et universitaires au Cameroun, notamment à l'université de Boya, qui est une très belle ville au pied du mont Cameroun. J'y ai fait une licence en physique et en informatique. Et j'ai également obtenu un master en physique à l'université de Boya. Donc, après mon master, j'ai obtenu une bourse, comment on appelle, de postgraduate, comme Maryse et Stéphane, pour aller en Italie, notamment au Centre international de physique théorique créé par le prix Nobel de physique Abdou Salam. J'ai fait un diplôme en physique de la matière condensée. Et après mon diplôme, j'ai été admise à une école doctorale, toujours en Italie, dans la même ville que l'ICTP, à Trieste, et qui s'appelle CISA, où j'ai fait un doctorat en physique statistique. Donc, après mon doctorat en physique statistique, je suis allée de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai une position de post-doctorant à l'Institut Périmètre, qui est un institut de physique théorique. Et voici une partie de mon groupe avant le Covid, je crois. Et là, nous travaillons à l'intersection de la physique quantique, la physique fortement corrélée, la physique de la matière condensée, statistique et nouvellement, comment utiliser les techniques modernes de l'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique pour ces systèmes-là. Ouais. OK, donc ça, c'est un petit peu brève introduction de mon parcours. Je vais maintenant passer au talk proprement dit et je vais commencer par poser une question. Comment est traitée l'information sur votre ordinateur? L'ordinateur, c'est l'élément avec lequel vous êtes connecté pour ce webinaire ou bien peut-être le téléphone que vous utilisez, quel que soit le moyen que vous utilisez pour vous connecter. Donc, en fait, les ordinateurs traitent les informations en bits qui peuvent être soit 0 ou 1. Ça, c'est le langage que l'ordinateur comprend. Et donc, toute l'information est processée en bits et le bit il ne peut être que 1 ou 0 en une seule fois. On utilise des transistors pour opérer des opérations pour process information, pour traiter l'information sur les ordinateurs. Okay. Et maintenant, ça, c'est ce qui se passe sur les ordinateurs traditionnels, ce qu'on appelle les ordinateurs classiques. Sur les ordinateurs quantiques, on a un autre paradigme. Donc, au lieu d'être à la fois 1 ou 0, l'information est traitée en même temps 1 ou 0, en ce qu'on appelle des quantum, des quanta de bits ou des qubits. Okay. Et ça, c'est un paradigme qui est ancré dans un phénomène physique qui est très contre-intuitif sur ce que l'on voit dans notre vie classique traditionnelle, le fait d'être dans un état superposé, donc être à la fois un état qui peut être à la fois 1 et 0. Un exemple palpable de ce phénomène, c'est le fameux chat de Schrödinger, où on a un chat qui peut être à la fois vivant ou mort. Bon, à la fin, on va dire que c'est la sorcellerie, mais bon. Ça, on va dire que c'est la sorcellerie quantique. Donc, au niveau quantique, c'est un phénomène qui se passe, qui est vérifiable. Et actuellement, c'est un phénomène extrêmement puissant parce qu'il permet et il peut permettre d'accélérer la puissance de calcul pour certains types d'applications. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Supposons qu'on a 2 qubits. Hein? On a un ordinateur quantique avec 2 qubits
vu que chaque qubit peut être en même temps 1 ou 0, ça veut dire que chaque qubit peut représenter 2 bits. Donc, ça veut dire 2 qubits va représenter 4 bits d'information classique. Okay. Maintenant, si on prend 3 qubits, ces 3 qubits peuvent représenter 8 bits d'information classique. Okay. On augmente, 4 qubits peuvent représenter 16 bits d'information classique. Et si on arrive à 54 qubits, qui est presque l'équivalent de 10 exposant 18 bits classiques, là, on a déjà une représentation d'un espace qui est aussi grand que le nombre de grains de sable qu'il y a sur la surface de la Terre. Et là, on voit vraiment que ça, c'est incroyable. Et si l'on essaye de modéliser la suite ou la dépendance de cette suite, dépendance quantique par rapport à son équivalence classique, on se rend compte que juste avec n qubits, on est capable de représenter une quantité exponentielle d'informations classiques. Donc, 2 exposant n bits d'informations. Et c'est dans cette puissance de calcul que l'on recherche lorsque l'on construit, lorsqu'on fabrique les ordinateurs quantiques. Théoriquement, ça, c'est ce que l'on recherche. Et donc, des ordinateurs quantiques ont déjà été construits qui cherchent à prendre avantage de cette puissance potentielle que la physique quantique nous offre, notamment le processeur de Google, qu'on appelle Sycamore, qui est un processeur quantique. Et il y a quelques années, il y a juste 2 ans, Google a publié un papier très célèbre où il faisait état de la première expérience qui, en fait, montrait ce que l'on appelle la suprématie quantique, c'est-à-dire la capacité de faire des calculs sur un ordinateur quantique que l'on ne peut pas faire sur un ordinateur classique. Et si on regarde la première phrase de leur abstract, on voit ce que je vous disais tantôt. Bon, c'est vrai que c'est écrit en anglais, je vais essayer de traduire, que les ordinateurs quantiques promettent de faire certaines tâches exponentiellement plus rapidement que des ordinateurs classiques. Okay? Et ils ont démontré, comme je vous ai tantôt, ce processeur a 54 qubits. Bon, à cause de certains problèmes techniques qui, malheureusement, se passent en général lorsqu'on fait des manipulations à l'état quantique, ils ont pu faire fonctionner juste 53 qubits, mais ça a toujours une dimension, un espace de presque 10 exposant 16, qui est énorme. Donc, ils ont pu faire fonctionner 53 qubits dans leur espace de calcul. Et quel est le résultat qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu qu'ils ont pu faire des calculs en 200 secondes qui auraient pris 10 000 ans sur l'état de l'art des plus gros supercalculateurs que l'on a dans le monde. C'est cette puissance de calcul-là que l'on recherche, en fait. Cependant, il faut que je bias un petit peu, je relativise un petit peu ces résultats. La tâche qu'ils cherchaient à faire, c'était de reproduire des bits aléatoires en utilisant l'ordinateur quantique, qui n'est pas, en fait, une application utile. Mais leur approche, c'était de prouver qu'il y a cette capacité à avoir cette puissance de calcul. Bon, après, il y a eu des discussions. IBM a dit que, bon, ils peuvent faire plus ou moins le même calcul en 3 jours. C'est vrai, mais en utilisant un certain nombre de techniques super poussées. Je ne vais pas parler de cela. Mais ce qui est clair, c'est que, comme je vous présentais précédemment, si on continue à augmenter le nombre de qubits, la puissance augmente de manière exponentielle. Donc, tous les tricks, comme on dit en français, en anglais, que l'on peut faire pour essayer de reproduire cela ne va plus marcher parce qu'une fonction exponentielle, c'est une fonction exponentielle. Okay? Donc, ça, c'était en fait remarquable pour la communauté de voir
de voir, comment dirais-je, une étincelle de la capacité des ordinateurs quantiques. Bon, Google a juste un prototype d'ordinateur quantique. Il y en a plusieurs qui utilisent différents paradigmes, notamment il y a des qubits qui sont formés avec des circuits supraconducteurs. Il faut se dire que pour faire un qubit, il faut juste avoir un système quantique à 2 niveaux. Ou bien on a un système quantique à plusieurs niveaux et on isole les 2 niveaux les plus bas. Bon. Quel que soit le système quantique que l'on prend, ça peut être des ions piégés dans des lasers, par exemple. Ça peut être les spins d'un électron, ça peut être l'état d'un photon, ça peut être le flux d'un qubit, par exemple. Et il y a plusieurs autres plateformes. Ici, je présente juste quelques, de IBM, Xanadu, IonQ, de certaines compagnies majeures, en fait, qui ont déjà des prototypes d'ordinateurs quantiques avec différents paradigmes. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le prototype, qui sera le prototype du futur. Donc, il y a les études qui sont en train d'être menées et il y a certainement l'avenir nous dira quel est le prototype où déjà la décohérence sera moindre, où l'erreur au niveau de l'exécution des portes quantiques sera également moindre et qui sera, comme on dit en anglais, scalable, c'est-à-dire on pourra facilement augmenter le nombre de qubits. Ce n'est pas encore clair quelle sera la plateforme du futur. OK. Mais pour ce temps que je vais me focaliser sur les flux qubits qui ont été en fait initiés commercialement par la compagnie canadienne D-Wave, qui était la première compagnie à commercialiser un ordinateur quantique. Donc, ce que D-Wave cherche premièrement à résoudre, ce sont des problèmes d'optimisation avec leur paradigme qui utilise, en tout cas, je vais parler de cela. Ils essayent de résoudre des problèmes d'optimisation. Et les problèmes d'optimisation, ce sont des problèmes que l'on retrouve un petit peu partout, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine des finances. Ici, j'ai juste énuméré quelques exemples. Ça, c'est un exemple du fameux problème qu'on appelle en anglais le traveling salesman problem, le problème d'un voyageur ou un homme d'affaires qui doit passer dans plusieurs villes une seule fois et il cherche à trouver le chemin le plus court pour passer dans ces villes-là. Trouver le chemin le plus court lorsque le nombre de villes augmente est un problème qu'on appelle NP-hard. C'est exponentiellement difficile de trouver le chemin le plus court, en fait. On a des problèmes dans le domaine de la chimie quantique où on a des interactions, par exemple, entre des atomes ou des molécules. Et là, on a peut-être une surface de potentiel. Chaque millimètre décrit un état plus ou moins stable des configurations de particules. En général, on cherche l'état le plus stable, la configuration qui détermine l'état le plus stable. Ici, on a le problème très important du repliement des protéines, où on quitte d'une conformation de protéines qui, pour la protéine, n'est pas repliée, et on cherche l'état natif où la protéine est repliée ou elle fonctionne. Et le nombre de conformations que la protéine peut prendre est exponentiel également. Et donc, trouver l'état replié à partir d'un état replié est extrêmement compliqué. Ça, c'est également un problème d'optimisation très important pour, par exemple, trouver les médicaments du futur. Et puis là, on a un problème totalement différent, le problème de l'optimisation d'un portefeuille, so-called portfolio optimization problem en anglais, où c'est un problème d'investissement, en fait. Disons que vous voulez investir dans un certain nombre de stocks et vous avez peut-être, je ne sais pas, 1 million de francs CFA. Et vous voulez savoir comment répartir ces 1 million de francs CFA sur différents stocks. Peut-être Google, Facebook, Twitter, SpaceX, je ne sais pas. Et donc, comment trouver la meilleure manière d'investir est également très difficile. Ça, c'est un problème d'optimisation.
Maintenant, je vous ai dit que D-Wave ou bien les ordinateurs quantiques peuvent résoudre ce genre de problème. Mais quel est donc le dénominateur commun qu'il y a entre des problèmes qui, à première vue, sont totalement uncorrelated, ne sont pas corrélés, mais qui peuvent être résolus par le même paradigme. En fait, le dénominateur commun, c'est le fait que ces problèmes peuvent être représentés dans la forme d'un Hamiltonien classique. Et en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle les physiciens comme moi sont intéressés à résoudre ce genre de problème parce que c'est un formalisme que je comprends, que la physique comprend. OK? Et donc, chaque problème d'information, d'optimisation est en fait encodé dans l'interaction qu'il y a entre différents spins ou représentations du système. Et résoudre le problème d'optimisation équivaut à trouver la configuration qui minimise cette énergie classique. Okay. Et donc, c'est ainsi que l'on résout ce problème d'optimisation-là. Et c'est ce que, par exemple, les ordinateurs quantiques cherchent à faire. Mais cependant, comme je l'ai dit, pour les problèmes d'optimisation les plus compliqués, par exemple, dans le cadre de la physique de la matière condensée, où on a ce qu'on appelle le so-called isinglass, les verres de spin désordonnés peut-être dans un champ magnétique longitudinal qui est aléatoire, qui est décrit par ce type de Hamiltonien. Trouver l'état fondamental à partir de deux exposants n solutions possibles NP-hard dans la classe computationnelle qu'on appelle NP-hard, exponentiellement difficile de trouver cela. Et donc, en général, on baisse nos attentes. Au lieu de dire on va chercher la solution exacte, on essaie de trouver des solutions approximatives. Et là, on parle en général des méthodes heuristiques. Okay? Et typiquement, il est bien de visualiser ces problèmes un petit peu comme dans le cas de la chimie quantique, de visualiser cet Hamiltonien comme étant un paysage. Okay? Un paysage fait de montagnes et de vallées. Imaginez par exemple, je ne sais pas quels sont les champs de montagne les plus importants en Afrique. Les montagnes du Kilimanjaro, on va dire comme ça. Okay? On vous dit de trouver dans une chaîne de montagnes quelle est la vallée la plus profonde. Si vous trouvez la vallée la plus profonde dans cette chaîne de montagnes, vous avez résolu le problème d'optimisation. Donc, c'est un petit peu comme ça que vous pouvez visualiser ça. Mais pour les problèmes les plus compliqués, cette vallée, elle est très d'école de ces rock English. Elle est remplie de plein de vallées et de montagnes, de ce qu'on appelle en anglais saddle point. Et cela peut être exponentiellement large. Okay. Ce que vous faites, c'est que vous trouvez, le design. Donc, vous créez un algorithme de recherche qui est capable de faire une approche, en fait, qui est capable de faire une recherche efficace dans ce paysage de montagne. Donc, imaginez que vous êtes dans les montagnes du Kilimanjaro, on vous demande de trouver la vallée la plus petite. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est de prendre votre voiture, mettre du carburant dedans et monter, descendre jusqu'à ce que vous trouvez la vallée la plus profonde. Donc, cette approche de montée et de descente classiquement peut être simulée par des effets thermiques. Donc, on utilise des fluctuations thermiques pour traverser en fait une barrière, un petit peu comme si on traverse la barrière de la fonction d'énergie pour trouver la configuration minimale. Okay. Et cela est basé sur une technique qu'on appelle l'annulation thermique, une vieille technique de métallurgie, certainement Stéphane connaît plus que moi sur ça, qui en général avait été ou est utilisée pour rendre des matériaux plus difficiles. L'idée, c'est quoi? Vous avez un matériau, vous le chauffez. Lorsque vous le chauffez, vous donnez de l'énergie cinétique aux atomes et donc ils peuvent se mouvoir un petit peu partout, explorer différentes formes de configuration. Okay? Et ensuite, vous
réduisez la température de manière très, très lente, de telle sorte que les atomes se réajustent dans une configuration qui minimise leur énergie libre. Okay? Et ça, c'est en fait le processus d'annihilation thermique. Pour vous, pour votre voiture, ce sera, vous mettez plein de carburant dedans, vous montez, vous descendez jusqu'à ce que le carburant finisse. OK? L'une des choses que vous pouvez imaginer, c'est que certainement, vous pouvez être calé dans une vallée qui n'est pas la plus profonde. Et là, vous n'aurez pas résolu votre point d'optimisation. C'est l'un des drawbacks, je peux dire, des problèmes de cette méthode. Cependant, ce paradigme a été également implémenté sur des plateformes dédiées pour accélérer ce genre de calcul. Par exemple, ça c'est le cas de Fujitsu, qui a cet animateur, ce processeur qui a accéléré ce genre de simulation. Ensuite, il y a un autre paradigme. Non. Au lieu d'explorer votre paysage en utilisant des fluctuations thermiques, vous pouvez utiliser un autre phénomène quantique. Au début, je vous ai parlé d'un phénomène quantique, celui de la superposition. Et là, il y a un autre phénomène quantique que vous pouvez utiliser, qui est celui de l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quoi? C'est la capacité d'une particule de traverser une barrière sans pour autant la surmonter. En fait. Et donc, vous cherchez la solution minimale en traversant tout simplement la barrière en utilisant l'effet quantique. Et ça, c'est la technique qu'on appelle l'annihilation quantique. Et c'est celle qui est en fait implémentée sur la machine D-Wave. Okay. Quel est le paradigme qui est le mieux? Utiliser l'effet tunnel ou bien utiliser les fluctuations thermiques? Ce n'est pas encore clair parce que cela dépend en fait de la forme du paysage. Mais il y a plusieurs études qui ont montré que, en général, l'approche quantique est la meilleure. Et comment est-ce que l'on fait, par exemple, pour vérifier que ce qui se fait sur D-Wave, sur cet ordinateur quantique, est quantique vraiment, et qui a un avantage par rapport à ce que l'on sait faire sur les ordinateurs traditionnels? Typiquement, les gens utilisent des méthodes de Monte Carlo, qui sont des méthodes très populaires pour simuler des systèmes quantiques et classiques. Et il y a tout un zoo de méthodes de Monte Carlo que l'on a utilisé pour, comment dire en anglais, pour benchmark, pour vérifier non seulement si l'animateur quantique de D-Wave est quantique et s'il y a un avantage par rapport à cela. Donc, ça nous a inspiré parce que les méthodes de Monte Carlo, ce sont des méthodes que l'on utilise sur des ordinateurs traditionnels pour simuler des phénomènes, des systèmes en équilibre en général, les systèmes quantiques et classiques. Et récemment, avec le boom de l'intelligence artificielle, il y a eu de nouvelles méthodes qui se sont développées et qui ont également montré que l'on peut résoudre certains problèmes quantiques, d'interaction à plusieurs corps, en utilisant les réseaux de neurones artificiels. On peut simuler des systèmes quantiques à l'équilibre, des systèmes classiques à l'équilibre. Dans le cas de figure, ça c'est la physique statistique classique à l'équilibre, en utilisant des réseaux de neurones artificiels, comme des enceintes opérationnelles. Et donc, la question que nous nous sommes posées dans notre approche, c'est de savoir si avec mon laptop, est-ce que je peux simuler un ordinateur quantique avec des réseaux de neurones artificiels. Okay. Pour faire cela, on utilise une technique spécifique qu'on appelle la méthode variationnelle Monte Carlo. Vous allez déjà m'excuser, ça sera la seule diapositive technique de mon slide. J'espère qu'avant, ce n'était pas super technique. Mais je vais essayer de passer un petit peu rapidement dessus. Donc, la méthode de Monte Carlo variationnelle, c'est une méthode de Monte Carlo quantique qui est utilisée pour représenter les systèmes quantiques à température 0 Kelvin. Okay? Et elle le fait en minimisant une quantité qu'on appelle énergie variationnelle.
L'énergie variationnelle, c'est tout simplement bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, the expectation value of the Hamiltonian. Donc, la valeur moyenne de l'Hamiltonien sur un ansatz. OK? Bon, ça, cette formule. Ceux qui vous comprenez la formule. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des théorèmes en physique quantique, notamment le principe variationnel, qui nous fait comprendre que cette valeur donnera toujours une borne supérieure à l'énergie fondamentale exacte de cet Hamiltonien. Okay? Et donc, l'idée, ce sera tout simplement de minimiser cela, d'optimiser ces paramètres pour minimiser cette énergie. Bon, une particularité de cette méthode, contrairement à d'autres méthodes de Monte-Carlo quantique, c'est qu'elle n'a pas de problème de signe. Okay? Bon, pour ceux qui sont un petit peu qui sont experts dans les méthodes de Monte-Carlo quantique, bon, ça, c'est pas très important. Mais une autre particularité, c'est de savoir comment est-ce que l'on optimise cet ansatz. C'est tout simplement en suivant le gradient de cette fonction variationnelle en fonction des paramètres de l'ansatz. Okay? Et il y a cette formule exacte que l'on peut suivre. On peut remplacer les quantum expectation values, les moyennes sur en tout cas, les moyennes quantiques par des moyennes statistiques en utilisant l'échantillonnage important. Bon, ça, c'est juste une technicalité. Et optimiser l'ansatz, c'est similaire à entraîner le réseau de neurones parce que vous pouvez vous en douter, l'ansatz que nous, on a choisi, c'est un réseau de neurones. Et ensuite, voilà, on peut utiliser l'optimisateur qui est une préférence. Ça peut être stochastic gradient descent, gradient, on suit le gradient, on descend sur le gradient, mais de manière stochastique. Il y a d'autres techniques plus avancées, momentum, stochastic progression, Adam. Et tout cela peut être implémenté très facilement en utilisant des plateformes comme TensorFlow, qui se fait déjà dans l'état de l'art de machine learning ou bien PyTorch. Et en utilisant directement la différenciation automatique differentiation, la différenciation automatique qu'il y a dans cette plateforme-là. Okay. Bon, ça, c'est tout pour la partie technique. Ensuite, quel est donc l'ansatz? Quel est le réseau de neurones que nous, on a choisi? Le réseau de neurones qu'on a choisi est inspiré par des modèles dans la représentation neuronale du langage, qui sont des modèles probabilistiques qui sont capables de capturer les différentes corrélations qu'il y a entre les mots d'un certain langage, comme le français, l'anglais, et consorts. Okay? Et lorsque ça a capturé cela, c'est capable de prédire quel sera, par exemple, le prochain mot, étant donné un certain input de mots. Okay? Pour comprendre cela, certainement, chacun de nous a dû être aidé par Google quand on écrit par Gmail, quand on écrit notre email, ou vous écrivez peut-être l'adresse du destinataire, votre sujet de l'email, et vous voyez que l'algorithme vous suggère comment compléter votre phrase, parce qu'elle a appris les différentes corrélations entre les mots. Okay? Et on appelle ça, ce sont des réseaux de neurones récurrents. Je vais expliquer de manière générale comment est-ce que ça fonctionne. Donc, imaginez que vous avez l'adresse des destinataires, vous avez le sujet de votre email, vous avez votre réseau de neurones artificiels récurrent dans ce cas de figure qui a été entraîné. Il est capable de prédire quel sera le prochain mot. Dans ce cas, c'est peut-être B. Ce qu'il a appris, en fait, c'est la probabilité conditionnelle de prédire le prochain mot étant donné l'input que vous avez fait. Et il utilise ce mot pour prédire également le prochain mot, ainsi de suite. À la fin, qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez la probabilité conditionnelle d'écrire la première phrase de votre email étant donné l'adresse des destinataires et votre sujet. Okay. Maintenant, vous pouvez me poser la question, en quoi est-ce que cela est relié avec l'informatique quantique? Qu'est-ce que ça a à voir avec les systèmes quantiques? En fait, il y a une relation.
Parce que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est l'échantillonnage, un échantillonnage intelligent des mots. Et supposons que je veux faire l'échantillonnage d'un système de spin, une chaîne de spin, une configuration de spin. Je peux utiliser exactement le même principe d'échantillonnage qu'on appelle autorégressif dans ce cas de figure pour trouver à partir de ce qu'on appelle en anglais le chain rule of probability, qui est le produit des probabilités conditionnelles de faire l'échantillonnage de chaque spin, trouver ce qu'on appelle en anglais le joint probability distribution, qui est en fait ce que je recherche. Et je peux utiliser cette probabilité pour représenter, par exemple, l'amplitude de ma fonction d'onde, qui est l'un des éléments principaux que l'on recherche en général pour modéliser un système quantique. OK, donc c'est ainsi qu'on peut utiliser l'état de l'art des traductions qu'on utilise par exemple dans Google Translate ou Google Traduction, c'est réseaux de neurones puissants pour représenter les fonctions d'onde des ordinateurs quantiques, des systèmes quantiques, pardon. OK. Bon, les détails ne sont pas très importants, peut-être pour ceux qui sont techniques. Cet échantillonnage n'utilise pas des chaînes de Markov, et donc, comme ça n'utilise pas des chaînes de Markov, il n'y a pas de temps de corrélation. Les échantillons sont générés de manière exacte, peuvent être paralysés directement, et la fonction H, juste une petite technicalité, ça encode les différentes corrélations qu'il y a entre les spins. Et puis, par construction, cette probabilité est normalisée, qui est très intéressant. On a testé notre modèle, on appelle cette méthode variational quantum modeling, l'animation variationnelle quantique. Et en regardant l'énergie exacte, ce que l'on peut obtenir en utilisant la diagonalisation exacte, vous pouvez juste regarder les données en vert. Vous voyez qu'on est exactement capable de reproduire l'annihilation quantique en utilisant ces modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous sommes capables de simuler pour ce système le comportement d'un ordinateur quantique en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Et ça, c'est cool. Le papier est disponible sur Archive pour plus de détails et ça va bientôt apparaître dans le journal de Nature Machine Intelligence. OK, je vais passer les détails parce que le temps est en train de partir. On a également testé ce modèle sur un modèle désordonné qui est compliqué, qui est NP-complete. Et on appelle ça Sherrington-Kirkpatrick. On a des spins qui interagissent de manière aléatoire sur un graphe. Voici le réseau de neurones qu'on a utilisé, qu'on appelle un réseau de neurones dilatés avec des skip connections. Ça, c'est le type de connexion qu'on utilise dans, par exemple, le réseau de neurones ResNet pour faire de la reconnaissance visuelle, computer vision, par exemple. Dans le cas de figure de la reconnaissance visuelle, ça aide à faciliter l'entraînement de neurones. Pour nous, ça nous aide à capturer les interactions à longue portée parmi les spins. Lorsqu'on compare avec les méthodes là, notre méthode en bleu, on voit que lorsqu'on fait l'annihilation assez longuement, on est capable d'atteindre des solutions qui sont supérieures. Ça nous donne la précision avec laquelle on est capable de résoudre le problème. Okay, donc, plus c'est petit, mieux c'est. Okay? Donc, on voit que là, non seulement la tendance est meilleure et puis on obtient des solutions meilleures. Et si on regarde, par exemple, à ce temps d'annihilation qui est très petit, on se rend compte qu'on est capable de trouver des solutions avec une précision beaucoup plus importante que les autres méthodes qui, comme je le disais tantôt, sont bloqués dans des minimums locaux. Ça, c'est la simulation classique. Ça, c'est la simulation quantique avec d'autres types de méthodes de Monte Carlo. Okay. Plus de détails sont dans le papier. Donc, maintenant, il y a d'autres paradigmes dans lesquels on peut allier en même temps l'informatique quantique, quantum many-body physics et l'intelligence artificielle. Je n'ai pas le temps de parler de tout cela ici. Il y a notamment le fait que
les réseaux de neurones artificiels peuvent être utilisés pour booster les simulations de Monte Carlo. Ça peut être utilisé pour apprendre les différentes phases de la matière. Là, c'est un papier très influent qui a vraiment ouvert le domaine de l'application des méthodes de l'apprentissage automatique dans les systèmes physiques à plusieurs corps fortement corrélés. Ça peut nous permettre de découvrir des symétries, des quantités conservées, par exemple, dans ce cas de figure, en interprétant des réseaux de neurones siamois. Ça peut nous aider à faire de la tomographie quantique ou quand on a un ordinateur quantique, on prépare un état quantique, on veut valider que cet état est vraiment l'état quantique qu'on décide préparer et avec des réseaux de neurones, on peut faire cela. Il y a tout un nouveau champ. Il y a une question qui m'a été posée. Comment est-ce que l'informatique quantique peut aider l'intelligence artificielle? L'une des possibilités, c'est le nouveau domaine que l'on appelle l'apprentissage automatique quantique, qui est en fait le fait d'appliquer les méthodes d'apprentissage automatique directement sur un ordinateur quantique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un réseau de neurones artificiels, on a ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels quantiques, qui n'est rien d'autre que votre cycle quantique. Donc, il y a tout un domaine qui fait dans le quantum machine learning. Ça, c'est un papier très, très célèbre. Faut jeter un coup d'œil dessus. Un autre bénéfice que l'intelligence artificielle peut avoir, par exemple, de la physique, de l'information quantique ou de la physique statistique, c'est les réseaux de tenseurs. Les réseaux de tenseurs, c'est un type de réseau de neurones, mais qui est moins black box que les réseaux de neurones artificiels, parce que les gens, des fois, disent que bon, on ne sait pas ce qui se passe lorsque tu formes, lorsque tu entraînes les neurones. C'est comme un black box. Par contre, les réseaux de tenseurs sont bien connus dans le système en matière condensée. On connaît les phénomènes physiques qui sont derrière. On connaît quelles sont les métriques qui permettent de rendre ces réseaux plus représentables, qui ont plus d'intrications. Bon, j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais donc, cette connaissance des réseaux de tenseurs, par exemple, ça, dans ce papier par le groupe de Google, l'ont utilisé pour détecter des anomalies dans certaines bases de données. Donc, c'est l'une des manières pour laquelle on peut transporter notre technologie dans l'intelligence artificielle. Ouais. OK. Je vais répondre rapidement à la question comment entrer dans ce domaine pour ceux qui se posent la question. Comme vous avez pu le constater, c'est un domaine pluridimensionnel. Et donc, il y a plusieurs manières d'entrer dans le domaine. Il y a plusieurs expertises qui sont demandées même, en fait. Que ce soit avoir de l'expérience en information quantique, en matière condensée, en mathématiques, en informatique pure, en apprentissage automatique. Ça, avec déjà ce background, c'est très facile d'entrer dans le domaine. Bien sûr, lire des articles de revue très importants. De nos jours, il y a beaucoup de chaînes YouTube que vous pouvez aller avoir des informations. Je vous recommande la chaîne de Louis Serrano, elle est super cool, surtout pour les quantum machine learning. Il y a des webinaires comme celui-ci, des conférences. Vous pouvez prendre part à cela pour apprendre plus. Les pages web des grandes entreprises quantiques sont en général bien documentées pour avoir des bases d'informatique quantique. Tirer parti des réseaux sociaux, c'est important. Je me suis rendu compte que la majeure partie de ma communauté, par exemple, est sur Twitter. Donc, suivre les personnes sur Twitter peut vous aider à être au courant de ce qui se passe dans le domaine. Et commencer à coder. Il y a plein de bibliothèques gratuites disponibles, fournies par IBM, Xanadu, Google. Pour ceux qui connaissent TensorFlow, il y a TensorFlow Quantum aussi pour faire du quantum machine learning. Microsoft a Azure Quantum. Dans notre groupe, on a un de nos étudiants qui a également écrit une bibliothèque en Julia. Donc, il y a vraiment beaucoup de bibliothèques disponibles. Vous pouvez commencer à faire quelque chose. Et je vais conclure. Mes conclusions, c'est que oui, les quantiques en marche, mais il nous faut des ordinateurs quantiques viables pour pouvoir avoir vraiment des applications quantiques importantes que l'on ne peut pas simuler
ordinateurs traditionnels. L'informatique quantique peut bénéficier de l'intelligence artificielle et vice-versa. Et les algorithmes d'inspiration quantique peuvent déjà offrir des avantages sur des problèmes d'optimisation réels, comme je l'ai prouvé. Et dans ma dernière question, la révolution quantique est lancée. L'Afrique, c'est-à-dire vous et moi, sera-t-elle impliquée? Avec cela, je veux remercier mes collaborateurs, Mohamed, notamment, qui est étudiant de doctorat à l'Institut Vecteur à l'Université de Waterloo. Il est l'expert en réseau de neurones artificiels. C'est lui qui écrit presque tous les codes sur lesquels on a travaillé. Il y a Roland. Les deux sont des étudiants de doctorat de Juan, qui est mon collaborateur à l'Institut Vecteur, et Roger Melko, qui est mon mentor à l'Institut Pyramide. Et je vous souhaite bonne fête. I hope that's a good translation. Je vais prendre des questions s'il y en a. Super, merci beaucoup Estelle. Stéphane, Maryse, est-ce que vous avez identifié des questions auxquelles Estelle pourrait répondre? Estelle, tu peux aussi regarder dans la section Q&A. Si on j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de questions. Je sais pas, Stéphane, tu commences avant? Ok, ça dépend. En fait, il y a une trentaine de questions. Nous avons répondu, Maryse et moi, déjà peut-être 8 qui étaient juste en fait des informations qu'on voulait et tout. Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas comment on va se départager. Voilà, Bon, en fait, je veux commencer par quelques-unes et lorsque la question revient si c'est la même personne qui pose la question, je crois qu'on va le référer à ton email. Ouais. D'accord. Bon, voilà, Ragil, c'est un jeune passeur de sciences camerounais qui a posé beaucoup de questions. Je crois que Ragil, je vais te faire le contact direct avec Estelle. C'est mieux. Ouais. Bon, il y a Maryse, j'ai dit même Maryse, Brigitte, on commence, honneur aux femmes. Brigitte Sarcel Nema, voilà. Elle voulait savoir, bon, en fait, elle s'est juste présentée. Bon, je continue. Il y a David qui voulait savoir si, il dit qu'il travaille sur l'intelligence artificielle, sur la problématique d'orientation universitaire au moyen d'algorithmes intelligents. Bon, c'est un privilège de partager avec nous. Bon, il n'a pas posé de questions. Voilà, je cherche les questions. Bon, ça, c'est les questions un peu personnelles. On va revenir ici. On prend d'abord les questions techniques. Voilà. OK. Il y a Grâce. Voilà, une femme, c'est bon. Il y a Grâce Aouya qui demande, elle dit qu'elle est intéressée par le sujet pour avoir travaillé aussi sur la décohérence quantique. Et sa question est juste de savoir s'il existe en Afrique centrale un labo d'informatique quantique, crypto-quantique et autres, ou un cadre de concertation sur le sujet. Estelle, je ne sais pas, Maryse, vous, les reines d'Afrique centrale, est-ce que vous avez une idée? Je sais qu'en Afrique du Sud, il y a l'université de KwaZulu-Natal. Oui, c'est en Afrique du Sud. Ils sont très, très poussés, surtout dans l'apprentissage automatique quantique. Il y a notamment Maya Schultz, qui est sud-africaine, si je ne me trompe pas. Elle travaille à l'université de KwaZulu-Natal. Elle travaille aussi à Xanadu, si je ne me trompe pas. Elle est l'une des leaders mondiales dans le quantum machine learning. Je crois qu'il y a dû citer un de ses papiers quelque part. Est-ce que j'ai cité un de ses papiers? Il y a Maya Schultz. Yeah. So, elle travaille à Xanadu. Donc, je pense il y a l'Afrique du Sud. À part l'Afrique du Sud, honnêtement, non. Je ne crois pas. Non, il n'y a que l'Afrique du Sud, en effet. Estelle a totalement... Il n'y a qu'en Afrique du Sud qui sont un peu avancés sur ce domaine-là. Par contre, il y a d'autres questions. Tu continues? Oui, vas-y. Oui, tout à fait, continue. Oui, alors il y a Ibrahim Yaya qui demande quels sont les challenges qu'on peut rencontrer dans la quantification des algorithmes, particulièrement les algorithmes de machine learning. Oh, very good. Very, very good question. Il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges. Certaines personnes ont Vous pouvez voir les slides? Oui, on les voit, OK. Certaines personnes ont peut-être pu remarquer que quelque part, comme on dit en anglais, I was cheating.
Donc, j'ai un petit peu triché. Quand je dis que l'on représente une fonction d'onde quantique en utilisant la racine carrée d'une probabilité de distribution. Parce que ça veut en fait dire que cette amplitude, elle est purement positive. Or, on sait très bien que l'amplitude typique d'un système quantique est complexe. Non, elle n'est pas juste positive. Donc déjà, il y a ce challenge à pouvoir représenter la partie complexe, que ce soit la phase ou le signe. Et ce type de problème, en général, se retrouve dans les systèmes de chimie où on a les systèmes de fermions fortement corrélés. On a un point de signe. Et donc, trouver la représentation du signe exact est un challenge. Bon, maintenant, si en même temps on trouve la représentation du signe exact, ce n'est pas garanti que le modèle pourra être entraîné. Il n'y a pas de garantie de cela, que le modèle pourra être entraîné. Donc, ça, c'est l'un des challenges. L'autre challenge, par exemple, vous avez remarqué que là, j'ai utilisé une topologie spécifique pour représenter ce système. Par exemple, ici, il y a les interactions à longue portée, j'ai utilisé les interactions à longue portée. Un autre truc, j'ai utilisé on appelle ça RNN cell, chaque cellule récursive a des en anglais, on dit weights and biases, a des paramètres différents des uns des autres. Ça, c'est pas du tout typique quand on travaille dans le machine learning traditionnel. Mais c'est parce qu'ici, on a un modèle désordonné. En fait, c'est pour dire quoi? C'est qu'on a dû trouver une architecture qui ressemble au problème d'optimisation qu'on est en train de vouloir résoudre. Pour des systèmes physiques, il faut pouvoir encoder les symétries, encoder, c'est-à-dire la symétrie du Hamiltonien, quelque part avoir une idée de cela pour pouvoir trouver le bon réseau de neurones, et ce n'est pas toujours garanti. Donc, il y a ce problème de représentation, ce problème d'entraînement qui peut être des challenges, en fait, pour utiliser des réseaux de neurones artificiels. Mais il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'autres avantages. Par exemple, en utilisant des plateformes comme PyTorch ou TensorFlow, il est très facile de tester rapidement différents types d'architectures. Et en utilisant, par exemple, Colab, je ne fais pas la proposition de Google, mais vraiment Colab est super, où vous pouvez gratuitement avoir accès à des GPU. Et en général, il faut utiliser les GPU pour entraîner les réseaux de neurones, sinon ça prend trop longtemps. Donc, au moins, vous avez accès à une GPU, vous pouvez tester rapidement vos idées. Et si votre idée fonctionne et vous avez accès à des clusters, vous pouvez facilement scale, donc faire des simulations en parallèle sur plusieurs GPU. Donc, ça, c'est l'un des avantages que les réseaux de neurones artificiels, ou bien l'un des avantages que l'on peut avoir en bénéficiant des avancées qu'il y a dans l'apprentissage automatique, dans la communauté de l'apprentissage automatique. J'espère que ça répond à sa question. Ton micro. Allô? Je disais, il y a quelqu'un d'autre, une question. Okay. Alors, lui, attendez, excusez-moi, c'est Emmanuel Toumba. Il est intéressé de savoir en fait le background parce qu'il se demande quel est le background nécessaire pour aborder le domaine de l'informatique quantique. Est-ce l'informatique ou la physique suffit? En fait, il demande le background parce qu'il se dit que tu as eu à faire condensed matter et puis tu es allé faire autre chose. Comment arriver à ton niveau en fait? Ok, bonne question. En fait, comme je disais, ce domaine est pluridimensionnel. Dans notre communauté, il y a des gens qui ont un background purement mathématique. Je n'ai pas eu le temps de parler de certains des algorithmes quantiques, notamment l'un des plus célèbres, l'algorithme de Peter Shor, qui est la factorisation des nombres premiers, qui qu'on sait sera exponentiellement plus rapide sur des ordinateurs quantiques. C'est un mathématicien. Un mathématicien ou un informaticien pur, mais vraiment un mathématicien. Mais il a été capable de créer ces algorithmes-là. Donc, il ne faut pas forcément venir de la physique. Le domaine est vraiment vaste. On a besoin de l'apport de différentes expertises. Donc, quelqu'un peut être informaticien de souche, mathématicien,
Quelqu'un peut même changer de domaine. Il y a certaines personnes qui sont experts en physique des particules et directement, ils entrent dans le domaine ils utilisent des techniques de l'apprentissage automatique. Mais c'est même tout un autre champ. Il y a de plus en plus, les gens utilisent les techniques de l'apprentissage automatique, même en cosmologie, en astronomie, des choses comme ça. Donc, avoir même une licence, il y a même des ingénieurs mécaniciens, électroniciens. Je pense qu'une licence dans un des domaines des systèmes est suffisante pour entrer dans le domaine. J'espère que ça répond à cette question. Allô? Stéphane, tu veux rajouter une question? Ton micro. J'ai perdu le fil à un moment donné. Donc, en fait, j'ai perdu la liste des questions là. Donc, c'est toi qui les as entièrement. Moi, j'ai juste les Ah, d'accord. Mais il y a quelqu'un, je pense que c'est plus pratique, qui dit, is the Ising model can be the best in terms of Hamiltonian to deal with notion of optimization? Et parce que tu as parlé, est-ce que je sais pas si tu as parlé de modèle d'Ising. Il demande si c'est le meilleur à utiliser pour optimiser ton système. Donc, en général, les problèmes d'optimisation qui peuvent être résolus sur par exemple, les ordinateurs quantiques comme D-Wave peuvent être modélisés en utilisant la forme Kubo, Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem. Ça, ce n'est pas un modèle de Ising typique, c'est un modèle de Ising désordonné. On a déjà, il faudrait que la personne ait ça en tête. Et en général, oui, un ensemble de problèmes d'optimisation peut être représenté dans cette forme d'hamiltonienne. Une grande majorité des problèmes d'optimisation peut être. Parce qu'il faut se dire que cette matrice qu'on appelle adjacency matrix, elle détermine non seulement la dimensionnalité de votre système, c'est une dimension, deux dimensions, infinie dimension, elle détermine si les corrélations sont à courte portée, à longue portée. Donc, différents types de géométrie peuvent être utilisés là-dedans. Et c'est l'une des particularités, en fait, de la catégorie dans l'informatique qu'on appelle NP-complete, où on a des problèmes qui peuvent être transformés en d'autres problèmes. Et donc, si on résout un problème spécifique, on a résolu tous les autres problèmes. C'est l'une des approches que les gens essayent d'avoir lorsqu'ils essayent de montrer que P égale à NP, qui est certainement impossible, mais ils comptent sur le fait que certains problèmes peuvent être transformés en d'autres problèmes. OK. Il y a quelqu'un qui demande, are you using deep learning to assimilate quantum computer? What type of the hardware do I need to reproduce your findings? Est-ce que tu utilises mon traduction en français? L'apprentissage profond, si on peut dire. En utilisant, par exemple, le réseau de neurones que j'ai montré. Ça, par exemple, vous allez certainement utiliser un transformer qui est un réseau de neurones actuellement plus ou moins l'état de l'art dans ce qui se fait dans le machine translation. Dans le papier, si par exemple, ils ont utilisé également un transformer. OK? Et comme je le disais tantôt, ce sont des modèles que l'on code avec Python dans TensorFlow, par exemple. TensorFlow, c'est une bibliothèque qui a été créée par Google, si je ne me trompe pas, pour accélérer la production ou le développement des techniques d'apprentissage automatique. Et donc, en général, les compagnies, les ingénieurs qui font purement dans le machine learning, le deep learning, ils utilisent TensorFlow. Donc, on utilise ça juste, et puis au lieu d'entraîner les modèles sur, je ne sais pas, les figures des chiens, des chats pour faire la reconnaissance vocale, faciale et tout. Nous, on essaie de reconnaître des phases de la matière, on essaie de caractériser les systèmes quantiques et tout. Donc, les données sont différentes, mais les modèles sont les mêmes. On les entraîne de la même manière dont on entraîne les modèles de deep learning. Je ne sais pas si ça répond à sa question.
Bon, je crois que c'est clair. Et il y a Dani, Dani qui demande si, est-ce que tu considères que la physique quantique et l'intelligence artificielle sont des domaines prioritaires et surtout capables d'apporter des changements positifs en Afrique, en considérant l'état embryonnaire du secteur des NTIC? Est-ce que tu en penses? L'état embryonnaire du système de quoi? Numérique NTIC, donc... Oh, des nouvelles technologies de... Oui. All right. Honnêtement, je pense qu'il y a un énorme potentiel, que ce soit dans l'intelligence artificielle à part, OK? L'informatique quantique, peut-être pas encore, parce que même les superpuissances n'ont pas encore, comment on dit, leverage, n'ont pas encore vraiment harness, ne sont pas encore arrivés à cet avantage quantique utile. OK? Ils ont un certain avantage, mais ce n'est pas encore utile. Mais par contre, l'intelligence artificielle, on ne l'utilise pas. On l'utilise vraiment pas. N'est-ce pas? Que ce soit reconnaissance faciale, reconnaissance vocale. Tout à l'heure, j'essayais de traduire le français à Lingala. Je n'ai pas pu, malheureusement. Par contre, Google Traduction est super. On l'utilise un petit peu partout. On l'utilise dans plein d'applications. Je vis en Afrique, dans l'agriculture, pour reconnaître si on a des plantes malades ou non. Je suivais dernièrement RDC pour pouvoir, avec malheureusement le phénomène qu'il y a eu avec l'éruption volcanique, pour pouvoir détecter s'il y a des personnes en zone de danger, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'applications en AI. Il y en a vraiment plein. Bon, maintenant, il est vrai que ça revient à ce que Stéphane disait au début. Les gouvernements doivent se rendre compte que ce sont les technologies du futur et investir là-dedans. On a vraiment besoin d'investir là-dedans parce que il est vrai que les modèles actuellement sont gratuits, les algorithmes sont gratuits, mais il faut avoir une base de données. En général, les bases de données ne sont pas gratuites. Donc, il faut construire sa base de données. Il faut avoir des infrastructures pour faire des simulations. Il faut vraiment avoir des infrastructures. L'une des raisons pour laquelle ce sont certaines compagnies qui poussent vraiment l'intelligence artificielle, ou les gouvernements comme la Chine, les compagnies comme Baidu, les compagnies comme Facebook, c'est parce qu'ils ont d'énormes supercalculateurs où ils peuvent vraiment entraîner des modèles qui ont des milliards de paramètres. Tu vois un peu. Entraîner un modèle, c'est un GPU. Un GPU coûte peut-être, c'est pas $4,000. Ouais. Hein? Et j'ai peut-être besoin de 100 GPU pour entraîner mon modèle. Faire 100 fois $4,000. Qui va... Allez, mais... Donc, on voit déjà qu'il y a cette problématique-là. Et quand on observe vraiment le boom du deep learning, c'est venu à cause de deux trucs. D'un, le fait qu'il y avait une abondance de données pour entraîner les modèles. Et de deux, il y avait la puissance de calcul qui a augmenté, notamment avec la venue des GPU, qui a vraiment boosté le deep learning. Donc, ces deux choses-là, on a besoin de cela également en Afrique. Et ce n'est pas impossible. Il faut juste une volonté politique. Bon, Marie, tu vas poser la dernière question. Oui, on prend la dernière. En fait, il y a beaucoup de questions que c'est très intéressant, tout ce que tu dis, Estelle. Mais juste une dernière question basique. Il y a Jacob qui aimerait savoir si les algorithmes des ordinateurs classiques peuvent être implémentés sur des ordinateurs quantiques. Il y a, mais différentes versions. Différentes versions. C'est pas exactement ces mêmes algorithmes-là. Pas exactement. C'est différentes versions, il y a. D'accord. Ah, mais c'est trop compliqué de commencer à répondre à cette question. Par exemple, si je prends les random walks qu'on utilise pour faire simuler les méthodes de Monte-Carlo. On a maintenant des random walks quantiques qu'on simule sur les ordinateurs quantiques. Donc, il faut juste reformuler certains algorithmes. Mais d'autres ne pourront pas. Ce n'est pas tous qui pourront, certainement, mais il y a certains qui peuvent être implémentés, certainement. D'accord. Super, merci beaucoup Estelle, vraiment c'était super intéressant. Je crois que
tous les participants sont d'accord avec nous, comme Maryse et Stéphane. C'était vraiment une conférence très intéressante et je vois que le public, les participants, merci à vous pour d'avoir posé autant de questions à Estelle. On va évidemment partager le PowerPoint d'Estelle. Nous allons faire un mailing à toutes les personnes qui se sont inscrites pour leur partager le PowerPoint et partager les questions et des coordonnées de contact où Estelle pourra vous répondre pour continuer cette discussion. Avant de clôturer ce webinaire, je voudrais redonner la parole à Stéphane, parce que Stéphane va revenir à Kinshasa l'année prochaine en avril 2022. Et donc, je voudrais qu'il nous parle de cette troisième école d'Afrique centrale sur les méthodes et applications de structures électroniques. Stéphane? Voilà, merci. Estelle vient bien de nous prouver qu'il faut se projeter dans le futur. Donc, ce que moi je retiens de son exposé, c'est que en fait, au Cameroun, on fait trop le commérage, donc le Congo-ça, le Japap. Il y a trop d'informations qui circulent. Ça veut dire qu'elle vient de me montrer que dans un grain de sable, on peut confiner tout le Congo-ça du Cameroun, quoi, tout le commérage. Donc, en fait, ça, c'est le futur, en fait, de l'espionnage, des services de renseignement et tout, quoi. Donc, demain, l'information sera cachée comme une aiguille dans un sac de riz, quoi. Donc, pour trouver l'information d'un pays, on peut la confiner dans un grain de sable et cacher quelque part. Voilà ce que moi, je retiens du quantum bit et du confinement de l'information. En fait, cela nous pousse aussi à poser la question à tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Où est-ce que vous vous identifiez dans le futur de l'Afrique? Sûrement, vous voyez qu'on a on a un retard. Le retard est vraiment prononcé parce que le lien qu'il faut faire entre la science de base, la technologie et l'économie, c'est que produire de la connaissance comme Estelle le fait, si bien vous le voyez, elle aura un papier dans la nature. Produire la connaissance, c'est un peu comme produire les lettres d'un alphabet. Et l'alphabet, on utilise les lettres d'un alphabet pour stabiliser le savoir par les 10 langues. C'est aussi comme ça qu'on utilise la connaissance scientifique pour stabiliser les savoirs technologiques. Et qui a la technologie en premier a le monopole économique. Où est-ce que l'Afrique s'inscrit dans tout ça? C'est à cette question qu'on va répondre à Kinshasa, à l'occasion de l'école de physique computationnelle. Où est-ce qu'on va montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les ordinateurs encore classiques, pas les ordinateurs quantiques d'Estelle, pour étudier les matériaux qui sont présents. On connaît combien le Congo est riche en matériaux. Les processeurs d'ordinateurs, la majorité des composants viennent de pays comme le Congo. Ouais, c'est sur les matériaux qui sont extraits dans les mines, au Kivu, si je ne me trompe pas, que les composants que l'on a ici dans les laboratoires viennent des pays comme le Congo, le Cameroun, le Petit Congo, l'Afrique du Sud et tout et tout. Donc, on va rentrer au Congo et montrer à nos frères africains comment est-ce qu'avec des simples ordinateurs, on peut étudier tous les matériaux qui sont présents dans nos sous-sols. Espérant que le message sera véhiculé par Madame l'ambassadrice de la science, Raissa Malou, décideur, à ceux qui sont à la tête de l'Union africaine. Et je pense que c'est très important de promouvoir la physique computationnelle parce que déjà, on a des compétences, pas seulement les compétences humaines, mais aussi le quantum computing est en train d'avancer. Et à Kinshasa, on va montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour se rendre compte de la richesse qui est enfouie sous nos pieds. Je finis par une petite anecdote. On disait que lorsque les Américains venaient chercher l'uranium au Congo pour fabriquer la bombe atomique, les Congolais étaient en train de cultiver le manioc, vous voyez, au-dessus du sol, pendant que dans le sous-sol, il y avait quelque chose de mieux. Donc, il faut donc qu'on rentre dans ce sous-sol avec nos simples ordinateurs et on montre de quoi est-ce qu'on peut être capable. Donc, je vous invite tous à postuler pour l'école sur la physique computationnelle à Kinshasa en avril prochain. Et nous aurons l'honneur d'avoir Madame Malou comme directrice. Merci. Merci Stéphane. Merci encore à tous. Vous savez, en préparant ce webinaire, on parlait avec Estelle et en fait, c'est en rapport avec l'une des questions qui a été posée, c'est que Estelle n'est-ce pas, tu faisais remarquer la difficulté que tu as à pouvoir avoir des stagiaires ou à faire venir des étudiants africains dans ton laboratoire parce qu'il y aurait un problème de niveau pour pouvoir accéder au niveau d'excellence qui est demandé notamment à l'Institut Périmètre. Et je lui disais que c'était important d'organiser des webinaires, de venir parler, de venir discuter à notre jeunesse africaine, de manière à les intéresser et à les préparer à atteindre le niveau. Quand on est arrivé à un certain point, c'est notre devoir et notre responsabilité de faire en sorte que les autres qui viennent après nous atteignent notre stade et le dépassent. N'est-ce pas, Estelle?
En effet, je suis totalement d'accord parce que vous savez, avec ce qui s'est passé l'été dernier avec le problème de George Floyd, Black Lives Matter et tout, beaucoup d'institutions ont commencé à se rendre compte. En fait, c'est comme s'ils ont commencé à voir le problème des Noirs en général, et des Africains. Et donc, du coup, ils ont commencé à mettre sur pied des programmes où ils peuvent essayer d'augmenter la représentativité, que ce soit des personnes de couleur noire ou des Africains dans certains domaines, notamment la physique ou l'intelligence artificielle. Et donc, des fois, on me demande, est-ce que tu connais des personnes qui viendraient d'Afrique, par exemple, qui pourraient venir faire un stage chez nous? Bah, et des fois, je dis non, je ne connais pas. Malheureusement, parce que je ne connais pas, malheureusement. Quand je demande à mon réseau, j'essaye de voir. C'est pas vraiment ça. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas juste un problème de représentation. Il faut également, you need to deliver, comme on dit. On a vraiment besoin d'exposer nos jeunes à ce nouveau domaine-là. Et vraiment prendre part aux révolutions qui sont en cours, que ce soit dans l'IA ou bien dans l'informatique quantique. Absolument. Et c'est pour ça que nous organisons justement la Semaine de la science et des technologies. C'est pour donner cette occasion à nos jeunes. Donc, pour clôturer ce webinaire, je voudrais vraiment remercier Estelle, Maryse et Stéphane. Donc, ici, nous avons le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa qui étaient représentés. C'est dans l'esprit de l'Union africaine, dans l'esprit de bâtir cette Afrique que nous voulons et surtout de baser le développement de l'Afrique sur les compétences techniques et scientifiques de nos jeunes, des Africains, qui est finalement, comme on adore de dire, la plus grande richesse de notre continent, ce sont les peuples africains, ce sont les Africains, et nous, scientifiques, avons un rôle à jouer dans le développement de notre continent. Donc, on a été ici contents de vous accueillir la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À un moment donné, on a voulu faire passer la chanson Indépendance Tcha-Tcha pour terminer ce webinaire, mais on s'est dit qu'il y aura peut-être un problème de droit. Donc, on va éviter de passer la chanson pendant le webinaire. Nous vous invitons à l'écouter pour rentrer dans l'ambiance de ces années 60, qui a connu l'indépendance de la plupart de nos pays, et de fêter comme ça ici le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je vous remercie à tous les participants qui êtes restés jusqu'au bout, de vous être inscrits, d'avoir été là. Nous vous partagerons l'information. Pour notre part, je vous dis, mais en fait, rendez-vous en juillet. J'espère que vous participerez au Town Hall pour savoir que les physiciens africains se rassemblent. Donc, il y a une stratégie africaine pour le développement de la physique fondamentale et appliquée, qui a été une initiative lancée par des physiciens et physiciennes d'Afrique pour que la physique puisse jouer son rôle dans le développement du pays. Donc, c'est mon prochain rendez-vous au mois de juillet. Pour ce qui est de la Semaine de la science, on prépare l'année 2022 avec la 9e édition, où on aura l'occasion d'accueillir Stéphane et où on va traverser le fleuve Congo pour aller dire bonjour à Maryse, que pour pouvoir voir le laboratoire que nous avons financé. Et Estelle, on va rester de loin, on restera en contact en espérant que l'on puisse aller te visiter au Périmètre Institute ou te faire venir à Kinshasa à une prochaine occasion pour que tu puisses continuer ce dialogue ici aussi. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Science is fun, join us.